Bonjour et bienvenue, c'est le brief présidentiel 2017. Aujourd'hui, jeudi 20 octobre, Cécile Duflot éliminée dans le premier tour de la primaire écologiste. C'est la première grosse surprise de cette campagne présidentielle. Dès le premier tour de la primaire écologiste, l'ancienne ministre est éliminée. Ce sont les députés européens Yannick Jadot et Michel Rivasi qui sont qualifiés pour le second tour. Pour Jean-Vincent Placé, l'ancien écolo qui connaît bien Cécile Duflot, elle était pourtant la mieux placée dans ce scrutin. C'était la meilleure ? De loin, oui, bien sûr. C'est d'ailleurs, je pense, aussi cela qu'elle paye, le côté coupeur de tête des Verts, qui continue un peu dans une forme de suicide collectif, un peu temple solaire, quoi. C'est-à-dire qu'on continue dans la secte et puis on essaye de qualifier deux personnes que personne ne connaît. Bon, au-delà des mérites peut-être qu'ils ont, mais enfin, il y a quand même un moment, la notoriété, la crédibilité, ça joue. Il y en a d'autres qui analysent particulièrement ce résultat. Ce sont les candidats à la primaire de la droite. Hier, François Fillon était en meeting dans le Jura. Il a assuré qu'il pourrait bousculer le duel Sarkozy-Juppé et se hisser au second tour de la primaire à droite. Son camp estime que des résultats inattendus peuvent aussi bousculer leur propre primaire. Et à un mois du scrutin, Nicolas Sarkozy montre les muscles. Il est excédé par les centristes qui ont massivement rallié Alain Juppé et qui menacent de se présenter si l'ancien président gagne le scrutin du mois de novembre. Je n'aime pas les gens qui participent à une compétition et qui en contestent les règles. Chaque candidat doit... Oui. Je dis simplement à M. Bayrou et à M. Lagarde que si on soutient un candidat à la primaire, on s'engage à respecter la règle de la primaire. Et si jamais ce n'était pas le candidat qui le soutenait, qui gagnait, eh bien, il devrait respecter la règle de la primaire. C'est ça la loyauté. Mathias Léridon, spécialiste de la communication politique, décrypte la semaine désastreuse de François Hollande. Bonjour Mathias Léridon. Bonjour. Alors l'image de la semaine, c'est celle-ci. François Hollande, tête baissée, dans la tourmente. Elle a été prise lundi à Florange. Ça résume assez bien le contexte politique autour de l'exécutif. Après le livre Confidence, un président ne devrait pas dire ça. Il y a beaucoup de polémiques après la sortie de ce livre. Est-ce que pour vous, cette communication de la part de l'Élysée est maîtrisée ? Non, je crois qu'elle n'est pas du tout maîtrisée parce qu'en fait, elle a créé d'abord une interrogation sur la vérité du discours du président de la République. Parce que lorsque on découvre dans le livre que, par exemple, sur Notre-Dame-des-Landes, sur la déchéance de nationalité, le président défend publiquement une position et en même temps n'est pas en accord à titre personnel sur cette position, il y a une interrogation sur la vérité du président. Et puis, il y a un deuxième sujet de communication qui est qu'aujourd'hui, il y a des interrogations sur l'image de la fonction présidentielle par François Hollande. Les attaques contre la magistrature, le président de la République, quelle que soit la réalité de ce qu'il pense, est détenteur d'un certain nombre d'éléments qui sont structurants de la République française. Et là, il y a une interrogation sur sa capacité à prendre en charge ces éléments constitutifs de la présidence de la République. Là, il doit éteindre les feux, en fait. Alors, il avait en plus prévu une séquence qui était la séquence d'amorçage de sa campagne présidentielle cette semaine. Alors, la séquence d'amorçage, c'était d'abord une grande interview dans le Nouvel Obs. Oui, je suis prêt. Il disait « Je suis prêt ». C'est tombé le jour même de la publication du livre de Davé et de l'Homme. Donc, évidemment, la réalité, c'est que cette séquence écrite d'interview qui lançait sa campagne est passée complètement au second plan. Et puis, il y avait la fameuse visite à Florange qui devait, pour le président de la République, être capable de montrer qu'entre 2012 et 2017, il y avait une espèce de continuité et une continuité réussie. C'est-à-dire que ce qu'il avait promis en 2012, il l'avait tenu pour 2017. Là aussi, une séquence qui a été complètement perturbée. Donc l'enjeu majeur pour François Hollande en termes de communication aujourd'hui, face aux multiples réactions dans son camp et à l'extérieur de son camp, c'est de ne pas laisser l'hypothèse du renoncement devenir l'hypothèse partagée par l'ensemble des Français. Et pourtant, je pense qu'il y en a beaucoup, notamment dans son propre camp, qui misent sur ce renoncement. Et la deuxième image, c'est celle-ci. Manuel Valls, François Hollande, à la sortie d'un de leurs entretiens à l'Élysée, c'était hier. On sait que Manuel Valls, il est prêt à se lancer si François Hollande n'y va pas. Est-ce que vous avez noté une différence dans son discours, une évolution ? Il y a sûrement une accélération de sa position de l'homme recours pour la gauche. Il est plus offensif. Il est plus offensif. Il est même un petit peu plus présidentiel. On l'a vu dans ses déclarations lorsqu'il était à l'étranger, au moment de la sortie du livre. Il prend une espèce de distance qui est une distance plus présidentielle que le Premier ministre, qui finalement est en application de la politique qui est confiée par le président. Donc, Manuel Valls, on le sait, en termes de communication, se prépare à être un des grands hommes d'État sur le plan de la France, sur le plan de l'élection, que ce soit celle-là ou en 2022. Ce qu'on constate depuis quelques jours, c'est qu'effectivement, il accélère cette posture
de distance républicaine, de distance présidentielle, qui est peut-être la distance qui manque aujourd'hui à François Hollande. Merci beaucoup Mathias Léridon, on se retrouve la semaine prochaine. Bonjour Bernard Tapie. Bonjour. Je vous présente 3 sujets d'actualité politique et on en choisira un ensemble pour le commenter. D'abord, le premier sujet sur Emmanuel Macron qui poursuit sa lancée, sa pré-campagne, il fait des meetings. Le deuxième article sur les défections à Marseille autour de Stéphane Ravier du Front National. Et enfin, l'humiliation hier de Cécile Duflot qui a perdu dès le premier tour de la primaire écologiste. Quel sujet vous inspire ce matin ? Le troisième. Le troisième, sur Cécile Duflot. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une grande leçon qui nous montre une chose. C'est que maintenant, les électeurs, ils sont totalement imprévisibles. Pas un observateur, pas un sondeur nous donnait cette hypothèse. Ça veut dire que pour la primaire de la droite et même celle de la gauche, pour tout ce qui va on ne sait pas du tout ce qui va se passer à l'avance. Pour tout ce qui va se passer. On a perdu nos repères, pour de vrai. Et par conséquent, on n'est plus maintenant dans l'analyse politique classique qui veut examiner les propositions, les conséquences, etc. On est dans l'affectif, on est dans le théâtre, et il faut qu'il y ait du spectacle. Et alors les télés l'entretiennent, et on débouche sur cette surprise. Qu'est-ce qu'elle me dit, moi, cette surprise ? C'est qu'il y a 2 publics. Il y a celui qui répond aux questions qu'on lui pose, et il y a le public qui est concerné. Donc, les sondages des primaires, aujourd'hui, il faut faire très attention, parce que c'est les publics concernés qui vont prendre une décision. Là, c'était un corps électoral très réduit de 17 000 personnes. Oui, mais on peut dire aussi que c'est une leçon, une sanction contre Cécile Duflot, vous pensez ? C'est clair. Ouais. Ils ont considéré qu'elle n'était pas la mieux placée pour contester ce qu'elle fait aujourd'hui depuis maintenant pas mal de temps sur le gouvernement, en ayant été dans le gouvernement. Et en partant. Mais, attendez, vous en avez un autre qui subit ça aujourd'hui, c'est Jean-François Copé. Jean-François Copé, qui était président des Républicains, qui aujourd'hui, il a sa façon de faire, c'est son choix, il a ses arguments, ils ne sont pas tous nuls. Mais il donne le sentiment d'avoir été avec, et je critique ceux avec qui j'étais, ça marche pas. Ça marche pas. Auprès des électeurs, ça marche pas. Ça marche pas. Il aurait gardé sa ligne de conduite. Il a fait un parcours politique qui est exemplaire. Il gère sa mairie d'une manière remarquable. Qu'est-ce qu'il a besoin ? Il fait une bonne campagne, Jean-François Copé ? Mais non, justement. Oui, ça marche il fait ce qu'a fait Duflot. Donc ça marche pas. Et ça marche pas. Donc voilà pourquoi c'est une belle leçon. Aucun pronostic sur les primaires. C'est pas ça, tu peux pas avoir été dedans et après t'en sortir pour battre celui qui est encore en disant que celui qui est là est un con. Très bien. Merci beaucoup Bernard Salut. Tapie. À droite, les meetings continuent. Nicolas Sarkozy en Corse, Alain Juppé est à Jonzac, Jean-François Copé est à Mions, près de Lyon. Jean-Frédéric Poisson est lui aussi dans le Rhône. Bruno Le Maire reste à Paris. Et à gauche, Benoît Hamon est en campagne à Marseille. Enfin, Nicolas Dupont-Aignan anime une réunion publique ce soir à Rambouillet. Bruno Le Maire est dans une mauvaise posture depuis quelques semaines et surtout depuis le débat de jeudi dernier. Sa campagne ne décolle pas. Nouvelle preuve de ses difficultés, il devait participer à un dîner-débat organisé par Valeurs Actuelles. L'événement, selon Marianne, a été annulé. Faute de participants, Nicolas Sarkozy et François Fillon avaient pourtant, eux, réussi à réunir plusieurs centaines de convives. À un mois jour pour jour du premier tour de la primaire à droite, le candidat qui veut incarner le renouveau va tenter de remonter la pente ce soir dans l'émission politique de France 2. Merci à tous et à demain.